sommes à quelques jours de l'investiture de Donald Trump, ce sera le 20 janvier. On va se questionner maintenant sur les grands enseignements de ces élections américaines. Et pour animer cette table ronde, merci d'accueillir Élodie Cuzin, journaliste pour l'agence France Presse, avec ses invités. L'investiture, on vient de le dire, sera lundi prochain. Donc Donald Trump n'est pas encore président. Mais déjà, on peut le voir, on le voit chaque jour encore, l'impact de sa campagne, mais surtout de sa victoire le 5 novembre, et puis des semaines de transition qui ont suivi, se fait déjà sentir aux États-Unis très fortement dans les médias, avec des annonces de poursuites contre des journaux, une sondeuse, et puis dans les réseaux sociaux, avec des bouleversements internationaux là, et plus un paysage aux États-Unis très mouvementé, un paysage politique en pleine évolution. Et avec moi aujourd'hui, pour en parler, je suis ravie d'avoir vraiment 3 experts sur le sujet. Donc Amy Green à côté, politologue américaine, experte de l'Institut Montaigne et qui vient de publier un ouvrage justement sur l'Amérique et face à ses fractures, qui va nous occuper aujourd'hui. Laurent Saïm, journaliste, grande spécialiste des États-Unis et qui est tous les soirs sur France Info pour l'heure américaine. Et Julien Bisson, directeur de la rédaction de l'hebdomadaire Le 1 et anciennement aussi de l'ancienne revue America. Donc voilà, je suis ravie de partager avec vous. Bonjour Élodie, bonjour à toutes et à tous. Et puis pour commencer, c'est un vaste sujet, on a beaucoup de choses à évoquer, pas tant de temps que ça par rapport à l'ampleur du sujet. On peut commencer par la victoire de Donald Trump le 5 novembre. Elle est survenue après 10 ans en politique, 10 ans après l'irruption soudaine de Donald Trump en politique américaine, dans un paysage qui déjà à l'époque semblait divisé, mais peut-être moins qu'aujourd'hui. Est-ce que son premier mandat, puis celui de Joe Biden, et surtout cette campagne folle marquée par des événements historiques, on a tendance à l'oublier, Donald Trump a été ciblé par une tentative d'assassinat. Est-ce que Amy Green, vous qui connaissez, qui étudiez de près la société américaine, est-ce qu'on l'a vu évoluer? Est-ce qu'on a vu évoluer ces divisions des Américains? Est-ce qu'ils sont plus fortes aujourd'hui qu'il y a 4 ans, qu'il y a 10 ans? Oui, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Effectivement, Donald Trump, il a vraiment chamboulé la politique américaine. C'est vrai que quand il a fait irruption sur la scène politique aux États-Unis, juste avant l'élection de 2016, justement, il a surpris à peu près tous les pronostics, à commencer par le fait qu'il a évincé une douzaine d'adversaires républicains pour être investi à l'élection générale, donc pour devenir président. Mais c'est vrai que par sa façon de faire, par sa rupture avec les normes politiques, par la promesse justement de casser quelque chose que les Américains avaient considéré comme déjà bloqué, à savoir le système politique, la classe politique traditionnelle, c'est vrai qu'il a, je dirais, instauré une nouvelle façon de faire la politique. Et effectivement, si on fait un petit peu avec un peu de recul et on observe ou on constate ce qui s'est passé pendant cette élection de 2024, c'est un peu Trump plus. Déjà en 2016, il a qualifié Hillary Clinton de corrompue, il a traité des femmes des propos extrêmement désobligeants, on a des enregistrements qui le montrent, et puis cette fois-ci, c'était Trump qui faisait encore plus de Trump. Mais c'est vrai que ce discours, des propos outranciers, parfois agressifs, parfois violents, vient dans une forme d'aboutissement de trajectoire. Mais en même temps, c'est ce qui plaît aux électeurs de Donald Trump, parce que finalement, c'est quelqu'un qui constate les limites, les défauts, voire les échecs de la classe politique aux États-Unis et propose justement d'incarner une véritable rupture avec ça. Et donc, il le fait très cash. C'est une stratégie de communication extrêmement réfléchie. Typiquement, juste pour prendre un exemple, Donald Trump, il va faire assez souvent dans ses meetings de dire en fait, mon équipe m'a dit qu'il ne fallait absolument pas que je le dise, mais je vais vous le dire, etc., de mettre les spectateurs en intimité. Donc en fait, c'est un vrai calcul, c'est aussi un peu d'authentique de lui-même. Mais en effet, Donald Trump a changé la façon de faire la politique aux États-Unis, de sortir un peu des débats de fond, de revenir sur la forme, sur des propos, parfois effectivement outranciers. Et la politique n'est pas du tout la même aux États-Unis depuis son arrivée sur la scène. Et comme vous le dites bien, ces propos outranciers, certains ont pu penser en 2016, pendant la campagne, et puis cette fois-ci,
c'est pas possible, il dit trop de choses énormes, et il se tient pas aux faits. Et pourtant, ça a une vraie résonance parce qu'il y a ce malaise, cette fracture américaine qui traverse les États-Unis et qui fait que peut-être certains n'ont pas vu qu'il y avait cette soif de quelqu'un qui dit les choses plus directement. Disons que en fait, la perception de l'électeur ordinaire aux États-Unis et même au-delà des camps politiques, que ce soit des démocrates ou des républicains, il y a une vraie méfiance vis-à-vis de des institutions politiques et donc des élus qui incarnent ces institutions. Et finalement, dans cette élection-ci 2024, qu'est-ce qui s'est passé? Dans un effectivement système politique avec deux partis majeurs principaux, les électeurs, ils ont constaté que les démocrates sont au pouvoir pendant 7 des 10 dernières années. Et donc, s'il fallait une alternance politique, il n'y en a qu'une seule sur le marché. Et donc, ils l'ont choisi. Néanmoins, ce que je trouve très intéressant dans la question que vous posez, c'est aussi la notion de la fracture de la société par le biais justement des médias. Donc, je pense à ce festival même. Parce qu'on voit à quel point les médias, c'est une sorte de boucle, sorte de cycle en tout cas qui est autoconfirmant. C'est pas du bon français, je le sais, pardon. Mais on voit que la consommation de certains sites ou de certains types de médias va venir renforcer la perception de certains de la société. Les sources médiatiques sont aussi un bon prescripteur de savoir ce que savent les différentes personnes de la société et deviennent un fort prédicteur de la personne qu'ils vont choisir. Donc typiquement, juste pour prendre un exemple, on sait très bien que, et les études l'ont montré, que ceux qui consomment principalement Fox News ou Newsmax, donc c'est des sources plutôt à droite, voire très très à droite pour Newsmax, on sait que la préoccupation principale de cette élection, la crainte pour la société principale, était l'immigration. Pour ceux qui consomment les médias un peu mainstream, comme le New York Times ou les chaînes d'infos, ils ont perçu que c'est la menace à la démocratie. Donc finalement, la perception même de la société est à la fois nourrie, mais aussi réfléchie par les personnes qui consomment. Et en effet, pour ceux qui considèrent que l'immigration était le grand sujet, ils ont voté Donald Trump et inversement, la menace à la démocratie, c'est Kamala Harris. Donc finalement, il y a une fracture dans la société qui s'exprime et par les choix des médias des Américains, mais aussi les Américains, ils voient cette fracture et des versions très différentes de la réalité en fonction justement de ce qu'ils regardent, ce qu'ils lisent. Comme deux écosystèmes qui se côtoient sans se croiser. Et quand vous parlez de l'hostilité envers les institutions, on a pu sentir, depuis déjà l'entrée en campagne de Donald Trump la première fois, en 2015, mais que ce qu'il appelle les mainstream media, les médias traditionnels, font partie pour une partie de la population et pour Donald Trump de ces institutions. Et Laurent Saïm, je crois que vous avez bien suivi toutes les campagnes de Donald Trump, et cette hostilité envers les médias, elle était présente dès le départ. En même temps, c'est ambivalent, puisque Donald Trump est un phénomène médiatique, il s'en est nourri tout au long de sa carrière, et puis il est aussi, lors de son premier mandat, il a donné un accès aux médias que donnait pas forcément autant Barack Obama ni Joe Biden après lui. Les photographes à la Maison-Blanche pouvaient avoir un très grand accès à Trump. Il dit tout ce qu'il pense sur les réseaux sociaux, donc c'est quelque chose que n'ont pas forcément fait les autres présidents. Mais c'est vrai que c'est marquant, cette hostilité de Donald Trump envers les médias traditionnels, et qui ne semble pas choquer les partisans, les supporters qui sont avec lui dans ces grands meetings. Donc je ne sais pas si vous avez vu une évolution, ou est-ce que dès le départ c'était aussi fort? Est-ce que l'hostilité est allée croissante depuis son entrée en politique? Alors, j'étudie particulièrement l'évolution de Donald Trump sur les médias, et je considère que dès le début, Donald Trump a d'abord adoré les médias, c'est-à-dire qu'il est devenu Donald Trump grâce à la télévision notamment, puisqu'il a signé un deal dans les années 2011-2012 avec la chaîne NBC, et donc sa célébrité s'est faite par une chaîne généraliste, une émission qui marchait qui s'appelait The Apprentice, où il était un peu animateur télé, et je considère personnellement que tout ce qui arrive aux États-Unis arrive ensuite en France, donc méfions-nous des animateurs à succès qui sont très populistes, qui font beaucoup d'audience et qui à un moment donné commencent à faire de l'audience avec du divertissement et commencent aussi à toucher à la politique. Ça, c'est la première leçon. Ensuite, lorsque Donald Trump commence à faire campagne, il y a une fracture qui se passe dans sa tête sur le premier mandat. Il se veut aimer et il veut être aimé
par les grands médias traditionnels, comme le quotidien le New York Times, comme le Washington Post, qui sont un peu, comme vous le savez, l'équivalent du Monde et du Figaro. Et à ce moment-là, cet amour ne se fait pas. C'est-à-dire que les journalistes de presse écrite considèrent et disent à son équipe, et lui disent aussi, que c'est un clown et qu'il n'a aucune chance. Et Donald Trump, en 2014-2015, lorsqu'on commence à lui dire ça, développe avec sa famille... Ils ne comprennent rien, ce sont des imbéciles et ils vont voir ce qu'ils vont voir. Il se fait élire en 2016. Lorsqu'il arrive à la Maison-Blanche où vous étiez, Élodie, là, on est dans une relation très contradictoire parce que la première chose que Donald Trump fait lorsqu'il va triompher en novembre 2016 face à Hillary Clinton, c'est dans les premiers jours, il n'est pas encore arrivé à Washington, il est à New York, il va voir les gens du New York Times pour leur dire « mais pourquoi vous ne m'aimez pas ? Et moi, je veux vraiment qu'on ait une bonne relation. » Et les gens du New York Times lui disent « nous, on restera journalistes, on vous posera des questions qui fâchent. » Entre 2016 et 2020, au moment où Donald Trump est à la Maison-Blanche, la relation va totalement se transformer avec un Donald Trump qui va commencer à haïr les médias parce que les médias n'arrêtent pas de questionner son positionnement, les médias n'arrêtent pas de le critiquer. Et il y a notamment un journaliste qui s'appelle Jim Acosta, qui est le correspondant accrédité de la Maison-Blanche pour CNN, qui va, dans les conférences de presse, poser des questions très dures au président, comme c'est la tradition aux États-Unis pour tout journaliste accrédité à la Maison-Blanche. Et Donald Trump va développer une véritable relation de haine avec Jim Acosta, le dire publiquement, et ce journaliste sera menacé de mort, expulsé de la Maison-Blanche, obligé avec la chaîne CNN d'être protégé tellement dans les meetings, les militants de l'époque détestaient Jim Acosta. Et à ce moment-là, c'est ce que j'appelle le point de basculement. On rentre aussi dans la période Covid, où Donald Trump tweet de plus en plus, ferme l'accès malgré ce qu'on appelle les photo-ops, c'est-à-dire ces apparitions surprises à la Maison-Blanche où on le voit sourire et répondre aux questions et faire des conférences de presse qui durent des heures, mais qui en fait, il n'y a pas beaucoup de fond, et développe une haine absolue pour les médias. Ensuite, il y a la bascule du 6 janvier. Là, la haine se transforme en détestation et c'est une transformation politique qui est ce qu'on va voir arriver maintenant, c'est-à-dire que Donald Trump considère que les journalistes sont tous des clowns, ont tous dit des choses fausses contre lui, sont tous des ordures et doivent tous payer pour ce qu'ils lui ont fait à lui et sa famille. Et j'ai toujours l'impression qu'en France, on ne comprend pas ce qui va arriver dans les prochaines semaines à Washington. La rupture entre la presse traditionnelle et le pouvoir est totalement terminée. Et non seulement cette rupture se passe, enfin oui, la rupture est totalement consommée, pardon, mais notamment cette rupture se passe, mais il va y avoir maintenant ce que j'appelle l'acte 3 de ce que je viens d'expliquer, c'est-à-dire une vengeance du pouvoir en place contre les journalistes qui ont couvert la campagne, qui ont dit du mal de Donald Trump et de sa famille, qui ont relaté ce qui s'était passé le 6 janvier et qui ont de temps en temps pris position pour que Donald Trump soit inculpé et qui ont relaté les déboires de la justice avec Donald Trump. Donald Trump a toujours considéré, je le cite, que c'était une chasse aux sorcières, et lui et ses hommes et ses femmes qui vont arriver au pouvoir vont se venger. Et ça, on ne vous l'explique pas suffisamment en France, mais le rapport pouvoir-média va complètement changer à partir du 20 janvier midi 1, avec aussi l'arrivée d'un homme qui s'appelle Elon Musk, qui considère que vous êtes tous journalistes et que vous allez tous nous remplacer et que nous, on doit partir en vacances pendant très longtemps parce qu'on est tous des pourris. C'est ça qui est en train de se passer. C'est évidemment inquiétant pour la démocratie. On pourra très difficilement lutter de par ce que les médias traditionnels sont en train de venir avec la crise que traversent les médias traditionnels, mais on va être dans une transformation médiatique faite par un président en exercice comme on n'a jamais vu. Et est-ce que dans ce contexte que vous décrivez, est-ce qu'en plus de la vengeance potentielle ou de ce désir de tout bouleverser à la Maison-Blanche, peut-être les accès traditionnels avec les médias, etc., est-ce qu'il y a aussi, du point de vue des médias les moins puissants, on sait la crise des médias à travers le monde, est-ce qu'il y a la possibilité d'une forme d'autocensure? Je crois que ça a été craint un peu là quand on a vu justement les annonces de poursuite de Donald Trump envers un journal de l'Iowa, une sondeuse qui avait donné sa défaite et qui s'est trompée largement, et elle l'a reconnu. La chaîne ABC qui est parvenue à un accord préjudiciaire avec
avec son équipe? Est-ce qu'on a Donald Trump va poursuivre en justice tous les journalistes qu'il n'aime pas. Donc, vous avez le cas d'ABC que vous venez de citer, qui vient de payer 15 millions de dollars pour éviter un procès retentissant contre George Stephanopoulos, un animateur vedette qui avant était le porte-parole de Bill Clinton, et comme c'est la tradition aux États-Unis, vous avez des passerelles, donc il a été porte-parole de Bill Clinton, mais ensuite il a été débauché par la chaîne ABC News pour présenter la matinale, et c'est une des vedettes du paysage audiovisuel américain. Pendant l'affaire Jean Carroll, je vous le rappelle, c'est cette femme qui a accusé Donald Trump de viol. George Stephanopoulos a dit qu'effectivement Donald Trump avait violé Jean Carroll. Donald Trump a toujours démenti les faits, il a été condamné pour diffamation, et donc Donald Trump s'est énervé en disant que George Stephanopoulos avait dit n'importe quoi, et il l'a donc poursuivi, et pour éviter le procès retentissant, avant le procès, la chaîne ABC News a fait un accord et vient de payer 15 millions de dollars à Donald Trump. Ça, c'est le prémisse de ce qui va se passer. On est dans un nouveau monde, et par exemple, j'espère que vous connaissez ce qu'est la presse accréditée de la Maison-Blanche, qui est quand même une presse qui a fait le Watergate, donc qui a fait tomber il y a plus de 20 ans un pouvoir en place. Là, on ne sait pas, le 20 janvier à midi, si des médias traditionnels seront autorisés à la Maison-Blanche. Je lisais ce matin avant de venir que le pass d'accréditation de la Maison-Blanche, normalement, c'est un pass qui s'appelle le Hard Pass, qui est un pass dur que vous avez pendant 4 ans. Vous avez suivi un homme politique qui l'a gagné, et traditionnellement, eh bien, vous êtes accrédité à la Maison-Blanche. Là, ils sont en train de faire ce qui s'appelle des passes gris pour une durée d'1 mois, parce que personne ne sait si Donald Trump et les siens, comme ses conseillers le préconisent, ne vont pas transformer la salle de presse de la Maison-Blanche avec uniquement des influenceurs et pas des journalistes traditionnels qui font de l'investigation. On va être dans un système, encore une fois, de rapport du pouvoir par rapport aux médias qu'on n'a jamais vu, et avec, à mon sens, un vrai sentiment de vengeance, voulu aussi par les gens qui ont élu Donald Trump, qui n'arrêtent pas de dire dans les meetings dans lesquels j'étais, on est des pourris, on dit n'importe quoi, on n'est pas fiable. Et donc moi, ça m'amène une autre analyse qui est, faisons attention à nous en tant qu'acteurs médiatiques de ce qu'on fait en ce moment en France, parce que quand vous donnez aux gens tout le temps des débats où les gens hurlent, quand vous donnez moins de faits et plus d'éditorialisation de l'information et de divertissement, eh bien, il y a un retour de manivelle, et ça, les Américains sont en train de nous le montrer. Les Américains, dans toutes les études, haïssent les journalistes, ne les prennent pas au sérieux, et Donald Trump et les siens vont jouer là-dessus en arrivant au pouvoir. Et dans une perspective inquiétante, mais quand vous parlez en plus de ce contexte, et à côté, vous l'avez cité tout à l'heure, cette fois à côté de lui par rapport à son investiture en 2016, il y a donc Elon Musk, le propriétaire, l'homme le plus riche du monde, le propriétaire du réseau social X. Qu'est-ce que ça Je ne vais pas accaparer la parole, mais je vais expliquer ce qui se passe et vous allez comprendre en moins d'1 minute. Les journalistes, c'est vous. Pour Elon Musk et Donald Trump. C'est vous avec vos portables. C'est vous qui allez aller sur des incendies. C'est vous qui allez interviewer les hommes politiques. C'est vous qui allez de votre salon donner votre opinion. Nous, pour eux, on est tous pourris. On doit tous partir. Et on est plus fiable parce qu'on a lutté contre eux avec nos chaînes d'infos continues de 2016 à 2020. C'est ce qui se passe aux États-Unis, et personne de mes collègues américains ne sait ce qui va se passer, encore une fois, à partir du 20 janvier midi. Mais ça donne une leçon. Ça veut dire que si nous, en France, on ne commence pas à résister à cette tendance, qui est une tendance globale, où les gens ne font plus confiance aux journalistes, eh bien, dans 5 ans, et même peut-être avant, il n'y aura plus de journalistes durs en France, il n'y aura plus de reportages, il y aura des gens qui crieront sur des plateaux de télévision encore plus, et des pouvoirs qui s'empareront de cela pour un jour dire « c'est fini » et avoir leurs influenceurs qui feront leur pub. C'est ça qui est en train de se passer, et moi j'ai un discours très politique par rapport à ça, très activiste, en disant qu'on est peut-être en train de voir quelque chose qui va profondément transformer notre système, et j'invite tous les journalistes à vraiment résister à ce qui se passe. C'est pas facile d'être journaliste en ce moment.
Il y a des coupes budgétaires. En plus, il y a plusieurs formes de journalisme. Mais en tout cas, en télévision et notamment en info continue, c'est extrêmement compliqué. Et je fais partie des rares qui pensent qu'il faut redonner aux gens, à vous, le sens du reportage, le sens des faits et arrêter de crier en permanence sur des plateaux de télévision. Pour la démocratie. Ouais. Alors peut-être on va voir s'il se passe comme lors du premier mandat de Donald Trump, où finalement certains médias, des journaux ont vu leur nombre d'abonnés exploser avec cette soif de certains lecteurs et téléspectateurs de trouver du journalisme basé sur les faits et essayant de rester assez... Oui, mais le problème, Élodie, c'est que les journalistes qui veulent faire du factuel maintenant, ils doivent quand même payer leur loyer et gagner l'argent. Okay, et je peux vous dire qu'en ce moment, ça coûte beaucoup moins d'argent de mettre des gens qui s'entretuent sur des plateaux de télévision. Et donc, c'est un petit spectacle parce que quand vous êtes fatigué après votre journée de travail, vous allumez la télévision et pendant 10 minutes, vous voyez ces gens qui hurlent, plutôt que d'avoir un reportage de 26 minutes sur les coulisses d'une situation en crise, etc. Mais c'est là-dessus où vous, ici, public, vous êtes tous responsables. Si vous continuez à regarder ces débats où les gens hurlent, vous participez à quelque chose qu'on ne peut plus arrêter, avec à un moment donné des hommes et des femmes politiques qui viendront et qui n'auront que des influenceurs pour faire de belles photos et de belles images de haut pouvoir. Donc il faut faire très attention. Alors justement, vous parlez des influenceurs. Ça a été quelque chose, une surprise peut-être pour le grand public aux États-Unis et ailleurs, mais il y a des personnalités moins connus du grand public qui ont vraiment été émergés, qui ont eu un rôle central pendant la campagne. Je pense à Joe Rogan, qui a eu cette fameuse interview de Donald Trump, qui a provoqué des débats dans le camp de Kamala Harris. Est-ce qu'elle aurait dû aller voir Joe Rogan au Texas et passer 3 heures avec lui? Joe Rogan, à qui a parlé Mark Zuckerberg hier ou avant-hier pendant 3 heures aussi. Et Julien Bisson, est-ce que, bon, à la tête de tout ça, peut-être que, est-ce que Elon Musk est l'influenceur parmi les influenceurs à XXXXL, puisqu'il a son haut-parleur sur X, qu'on le voit mener des interviews avec la chef de l'extrême droite en Allemagne. Est-ce que ces influenceurs, est-ce qu'on est en train de voir une révolution du système médiatique? Est-ce que c'est eux qui vont finalement maintenant mener la danse? Ce qui est intéressant, c'est qu'on a pu avoir 3 campagnes de Donald Trump. C'est la première fois depuis plus d'un siècle qu'un candidat américain fait 3 campagnes. A priori, ce sera la dernière, oui. Mais avec lui, on ne sait jamais. Il l'a dit. Et donc, on peut comparer un petit peu quelle était un peu la teneur de ces campagnes et le contexte médiatique dans lequel ça a pu se passer. Et du côté des médias traditionnels, il n'y a pas eu une grande différence dans le traitement de la campagne entre 2016, 2020 et 2024, à part peut-être le fait qu'en 2024, le Washington Post n'a pas soutenu Kamala Harris, visiblement à la demande de son riche propriétaire. Là aussi, il faut peut-être, vous parliez, Laurence, du fait d'avoir des animateurs qui font de la politique par la suite. Il faut aussi faire attention quand on a des riches propriétaires de médias qui se mêlent de la ligne politique de leurs journaux. Ça leur marche parce qu'ils administrent comme Elon Musk. Hein. Voilà. Ou alors ils protègent leur contrat avec le nouveau pouvoir. Et c'est vrai que dans la place des influenceurs et la place de personnalités un peu satellites dans cette campagne 2024 était beaucoup plus importante qu'en 2016. En 2016, Fox News soutenait Trump, mais à part Fox News, il y avait quelques organismes de médias vraiment classés à l'extrême droite, Breitbart News, Infowars. C'était vraiment des cercles complotistes et qui étaient très, 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 très spécifiques. Ce qui est frappant en 2024, c'est en effet la myriade d'influenceurs. Alors Joe Rogan, en effet, c'est pas un nom qui est connu du grand public français, mais pour la petite histoire, l'entretien qu'il fait de 3 heures, Trump avec Joe Rogan, c'est 45 millions de vues. C'est un ancien commentateur de l'UFC. L'UFC, c'est le Ultimate Fighting Championship, qui est très très populaire aux États-Unis dans les couches populaires et qui a donc depuis je crois que c'est 2016, ou même avant cela, son podcast, et qui a gagné en audience au fil des années. Et donc, quand il annonce le 29 octobre que Kamala Harris ne fera pas d'entretien chez lui, parce qu'en gros, elle a refusé
lui le dit officiellement, elle a refusé les termes du débat et notamment le fait que ce ne sera pas édité. Il y a eu ensuite des membres de l'équipe de Kamala Harris qui ont dit qu'ils avaient refusé parce que l'équipe de Kamala Harris, notamment l'équipe la plus progressiste, se disait mais c'est pas bien d'aller sur un média comme celui de Joe Rogan qui est beaucoup trop à droite pour nous. Ça montre quelque chose de la fracture aussi qu'il y a pu y avoir au sein de la campagne de Kamala Harris par rapport à ces nouveaux médias. Ça, c'est une date symbolique. L'autre date symbolique, peut-être, c'est le 10 septembre. Le 10 septembre, c'est le moment où Taylor Swift, elle, soutient officiellement Kamala Harris. Et je me souviens très bien de la façon dont on a pu commenter ce soutien en se demandant est-ce que Taylor Swift va faire en sorte de plier le match? Est-ce que le soutien de Taylor Swift va être décisif pour faire soutenir tous ces millions et millions d'auditeurs, de fans, de soutiens, qui d'un seul coup seraient amenés à soutenir Kamala Harris de par le soutien de Taylor Swift. Et pour mémoire, avec un poste qui s'en prenait vraiment à des anciens propos du futur vice-président Donald Trump, qui avait parlé des femmes sans enfants avec des chats, et qui elle-même posait avec un chat sur Instagram, avec ses millions et ses millions d'abonnés. Et effectivement, c'était un poste en forme de pied de nez, et puis en annonçant son soutien qui était très attendu. Et je trouve que c'est deux personnages très symboliques de cette campagne, parce que on sait justement le fait qu'on se soit demandé avec Taylor Swift, mais Taylor Swift et avec elle, derrière elle, tout le cortège des grandes célébrités qui ont participé au meeting de Kamala Harris, qui vont de Oprah Winfrey qui était présente à la convention, Bruce Springsteen qui soutient Kamala Harris, Eminem, Beyoncé, toutes les grandes stars que nous connaissons ici. Jennifer Lopez, bien sûr, Ricky Martin, ils sont très très nombreux. Toutes ces grandes stars que nous connaissons outre-Atlantique ont continué à soutenir le camp démocrate, ont continué à soutenir Kamala Harris. Et la question, c'est de savoir, est-ce que ça a une influence très forte ou pas sur le vote. Et moi, ça me fait penser à une métaphore agricole qui est quand un sol est sec, et est-ce qu'il vaut mieux pleuvoir, qu'il y ait une très grosse averse pendant 30 minutes, qui d'un seul coup inonde tout, ou est-ce qu'il faut une pluie plus fine qui continue de pleuvoir pendant 24 heures? Et tous les agriculteurs vous diront qu'il vaut mieux avoir une pluie plus fine qui continue à inséminer le sol, qui continue à pénétrer dans le sol, plutôt qu'une très grosse averse qui d'un seul coup semble inonder, mais en fait, en réalité, l'eau n'a pas le temps de pénétrer. Et un podcast comme celui de Joe Rogan, ça fait partie justement de cette culture américaine qui, au contraire, a soutenu Trump et a soutenu les thématiques de Trump depuis 12 ans, depuis 8 ans, depuis qu'il a été élu président, mais aussi depuis 4 ans, depuis qu'il a quitté la Maison-Blanche. Et c'est des noms qu'on connaît beaucoup moins ici en France. Joe Rogan, Dr. Phil, Joe Exotic, la star de Tiger King, Tom Brady, la grande star du football américain, Roseanne Barr, une actrice très populaire aux États-Unis. Tout ça, ce sont des célébrités vraiment typiquement américaines qu'on connaît beaucoup moins ici, mais qui ont une véritable influence dans la façon dont ils vont pouvoir aussi donner à Trump, aux candidats soutenus par Trump et surtout aux thématiques de Trump, une forme de normalisation, une forme de normalité par rapport à ce que ça a pu être il y a 8 ans. Oui, ça participe aussi, pour rebondir, parce que c'est très intéressant ce que vous dites, et ça participe à la notion de la fracture, parce que en fait, les électeurs, ils ont assimilé le Parti démocrate à des élites très diplômées, extrêmement fortunées, etc. Et finalement, l'expression des artistes en faveur du Parti démocrate ne fait que renforcer le sentiment de mépris, avec ces autres artistes que vous avez cités, qui sont plutôt du deuxième rang de la célébrité aux États-Unis aujourd'hui. Et en tout cas, ça renforce l'authenticité de cette Amérique vis-à-vis des électeurs Trump. Et pour l'électeur Trump, en fait, finalement, ils se disent, ces élites démocrates, Hollywood, etc., ils ne pensent qu'à eux et Donald Trump, mais nos sujets au cœur du débat, ils les obligent de parler de nous. Et ces célébrités-là, effectivement, participent à cette dynamique. Moi, je voudrais surtout dire que par rapport au poids des célébrités dans la campagne de Kamala Harris, je pense que c'est un des facteurs qui a
précipiter la chute de Kamala Harris. Je ne prendrai pour exemple que le meeting auquel j'ai assisté en octobre en Pennsylvanie, où Kamala Harris est arrivée pour parler 5 minutes sur un discours qu'elle a lu sur un prompteur, avant de laisser la place à Katy Perry qui a chanté, paraît-il, pour les femmes et l'avortement. Et lorsque les gens qui étaient dans ce meeting étaient venus depuis 7 heures du matin pour essayer d'entendre des idées de Kamala Harris sur l'avortement, ils ont droit à une chanson. Cette scène s'est répétée dans de nombreux États, alors que lorsque Donald Trump arrivait sur scène, lui, il faisait des discours très provocateurs, évidemment, pendant 2 heures, avant de faire chanter les gens et de se mettre à danser sur YMCA. Donc vous aviez des vedettes qui venaient pour chanter et dire aux pauvres gens, on est là, on va vous soutenir, surtout allez voter pour le bien de la démocratie. Je l'ai aussi vu avec Michelle Obama et Alicia Keys, par rapport à un candidat qui avait un discours extrêmement construit, avec des conseillers, et qui parlait de l'inflation et de comment il allait remédier à l'inflation et au pouvoir d'achat. Et s'il y a une leçon à retenir de cette campagne 2024, qui a été une campagne absolument incroyable, comme une série télévisée, c'est que les célébrités dans la politique qui viennent soutenir sur scène les gens, ça ne marche pas, parce que vous, public, vous êtes beaucoup plus intelligent qu'avoir une star qui arrive avec son jet privé pour vous dire qu'au nom de la démocratie, il faut voter. Et moi, j'en veux beaucoup aux gens d'Hollywood d'avoir fait ça, parce que je les ai trouvés mais complètement hors sol et complètement coupés, comme vous le dites, hein, tous les deux, de la réalité du terrain. Et c'est aussi une leçon que cette Amérique nous donne. Lorsqu'on est coupé à un moment donné de la réalité du terrain, ben on arrive aux résultats auxquels on a assisté. Il y a un essai très intéressant pour comprendre ce qui a pu se passer justement dans cette élection américaine, qui est paru à l'automne. C'est le double voyage dans le monde miroir de Naomi Klein. Naomi Klein raconte comment, dans cet essai, comment est-ce que, à cause de son nom, tout le monde la prend pour Naomi Wolf, qui est une autre intellectuelle qui lui ressemble, qui a à peu près le même âge, et qui ont au début un peu le même parcours, sauf que Naomi Wolf, elle, a basculé du côté véritablement très droitière et très complotiste. Et donc, du coup, elle se retrouve, Naomi Klein, à être entraînée à aller découvrir un petit peu ce qui se passe dans ce qu'elle appelle le monde miroir. C'est le reflet de cette fracture qu'il peut y avoir entre les médias. Et donc, c'est ce monde miroir dans lequel se produisent des récits qui sont totalement autres. Et Naomi Klein, quand je lui avais parlé en octobre, s'inquiétait fortement de cette campagne du vide que mettait en avant Kamala Harris, c'est-à-dire une campagne qui est simplement fondée sur la joie, l'enthousiasme, quelques mots d'ordre qui parlent à la fois de probité morale et de démocratie, là où les inquiétudes, en effet, étaient beaucoup plus proches de l'inflation, du travail, de l'immigration. Et on voit bien, l'une des principales variables qu'on a pu voir dans cette élection au niveau de la démographie électorale, c'est le vote des latinos, le vote des jeunes hommes latinos notamment, qui se sont déplacés vers Trump lors de cette élection. En tout cas, les pourcentages sont beaucoup plus élevés que lors des précédentes élections. Et on voit bien que là, de ce côté de ce vote-là, il y avait véritablement les questions économiques qui étaient au cœur. Et que, de ce point de vue-là, les camps démocrates n'ont jamais réussi à avoir un discours qui imprime sur les questions économiques. Mais pour bien comprendre ce qui s'est passé et ce qui s'appelle la radicalisation, c'est que quand vous êtes journaliste ou quand vous étiez journaliste et que vous commenciez factuellement, comme on le fait là, à dire attention, les démocrates ne comprennent pas, sont coupés de la réalité, dans la radicalisation, vous étiez accusé par eux de devenir trumpiste et de supporter Donald Trump, alors que vous disiez simplement pour la démocratie, ne faites pas ça. Et il y a un camp, notamment proche de Barack Obama, qui a commencé à dire ça, et le camp Kamala Harris ne l'a jamais laissé rentrer dans la bataille. Conclusion, vous avez vu le résultat. On a vu au lendemain de la victoire de Donald Trump, Bernie Sanders notamment, qui disait il faut vraiment qu'on fasse un examen de conscience pourquoi les démocrates ont perdu ce vote ouvrier qui maintenant, même à travers toutes les différences latino, afro-américains, etc., qui avaient augmenté le vote pour Donald Trump. Je pense qu'on a du temps pour les questions du public, mais je ne sais pas comment ça se passe. Sinon, on peut continuer, parce que c'est un vaste sujet. Bien, monsieur, oui. On va vous amener un micro, j'imagine. Ah oui, c'est bon. Bonjour, merci de prendre ma question. Je suis un ancien journaliste, j'étais aux États-Unis pendant 8 ans et j'ai vécu l'arrivée de Donald Trump en 2016. Je vais paraphraser un célèbre psychiatre qui dit à une dame qui lui a demandé comment
élevé son enfant. Il lui a dit « Faites, mais vous vous tromperez toujours ». Sur Trump, je pense que nous nous sommes beaucoup trompés. Et je mettrai un bémol sur le tableau noir qui vient d'être fait. Les États-Unis ont des institutions extrêmement puissantes qui les ont protégées déjà et qui vont continuer à les protéger. Effectivement, nous assistons à un tournant, ou en tout cas une tentative, je dis bien une tentative de la part de grosses fortunes d'une partie de l'Amérique, pas toute, d'une partie de l'Amérique, de bien prendre le pouvoir et davantage. Mais ne sous-estimez pas les cercles de résistance qui peuvent être d'autres richissimes hommes d'affaires, d'autres institutions, d'autres médias. Je dis tout simplement, faites attention, les États-Unis ont énormément de ressources. Et moi-même, j'ai animé un blog où je dis, vue sur l'Amérique, où à un moment, je dis, il n'y aura pas de guerre civile tant on nous a bassinés avec l'arrivée d'une guerre civile si Trump arrivait. Je voulais juste, parce que c'est un public jeune, qu'il faut faire attention à beaucoup de ce qu'on vient d'entendre. Merci. Alors moi, je voudrais simplement vous répondre factuellement, monsieur, parce que c'est un argument que j'entends de la part des démocrates. Factuellement, jamais un président n'a eu autant de pouvoir que Donald Trump. Non seulement il a, par rapport à tout ce que les gens disaient, gagné 312 grands électeurs, Kamala Harris 226, majorité au Sénat, majorité à la Chambre des représentants, qui va lui permettre de faire passer toutes les lois, et 9 juges de la Cour suprême, 6 sont républicains, plus le vote populaire, puisque tout le monde pensait qu'il n'aurait pas le vote populaire qu'il avait perdu en 2020 au profit d'Hillary Clinton. Donc les poches de résistance que vous mentionnez, j'aimerais bien les voir s'activer pour ne pas avoir ce qui s'appelle, de la part de mes collègues américains, un tsunami politique qui est quand même en train de se mettre en place à la Maison-Blanche en ce moment. Je voyais Amy réagir, parce qu'au Congrès, c'est vrai qu'il y a une majorité républicaine, mais qui est très fine, notamment au Sénat, où il va peut-être y avoir des contre-pouvoirs internes à voir. Oui, exactement. En fait, c'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire que, certes, il y a des pouvoirs qui sont réunis, mais les majorités dans le Congrès, donc dans la Chambre et le Sénat, sont vraiment très, très fines. Oui, Donald Trump a gagné le vote populaire, mais de 1%, un peu plus d'1%. Donc, c'est pas du tout pour minimiser. Il faut absolument pas minimiser. C'est pour dire qu'il y a des bascules qui sont inquiétantes pour le Parti démocrate. Il faut qu'il fasse un examen de conscience, parce qu'il y a cette rupture avec les classes ouvrières, quelle que soit la couleur de la peau. Il y a des difficultés dans les villes qui sont historiquement écrasées, enfin, le vote écrasant pour les démocrates. Mais en même temps, il faut savoir également qu'il y a dans cette victoire-là une part de fluctuation normale en politique. Il y a des choses qui ne sont pas, entre guillemets, normales, donc habituelles, parce que Donald Trump conçoit son pouvoir différemment. Mais quand on va regarder la marge de victoire de Donald Trump vis-à-vis de Kamala Harris, la façon dont il a fait basculer le vote vers la droite, la dernière personne qui a fait basculer le vote autant d'un côté, c'était Barack Obama en 2008. Donc je dis ça, encore une fois, pas pour minimiser, il ne faut pas écarter ça, il ne faut pas écarter ou minimiser non plus les tests de résilience et de résistance que Donald Trump va poser aux institutions américaines. Mais effectivement, c'est l'électeur qui décide in fine. Et il y a un rendez-vous démocratique dans 2 ans. Et à ce moment-là, c'est vrai que les électeurs, ils vont avoir la possibilité dans les collectivités, dans les États fédérés, jusque dans le Congrès, le Sénat, la Chambre, de changer de cap. Donc ça ne va pas nécessairement calmer les ardeurs de Donald Trump, ça ne va pas forcément tout changer, mais d'ici 2 ans, le Parti républicain va être extrêmement scruté, très observé. Les différents résultats ou manques de résultats vont être observés par les électeurs. Et historiquement, les élections de mi-mandat ne sont pas toujours très généreuses pour le parti au pouvoir. Donc, il y a peut-être des causes pour être alarmé, ou en tout cas pour se méfier, pour penser à la résilience du système américain, mais il y a aussi une part de ça qui relève de la fluctuation politique électorale assez normal en tout cas. Traditionnel. Et puis le contexte économique
dont vous avez parlé, le ressenti en tout cas des Américains pendant la campagne. On en est revenu à It's the economy, stupid, qui fait en fait souvent les élections aux États-Unis malgré tout ce qu'on a vu. Et Julien, pardon, je ne sais pas si tu voulais réagir. Oui, non, sur la question de la résistance, moi je trouve qu'il faut se rappeler qu'on n'est pas il y a 8 ans. Je veux dire par là qu'on est face à une Maison-Blanche qui sera beaucoup plus structurée, beaucoup plus préparée qu'elle ne l'était il y a 8 ans. Il y a 8 ans, il y avait des personnalités au sein de la Maison-Blanche qui étaient censées, entre guillemets, être les adultes dans la salle. Il n'y en aura pas, en tout cas pas telles qu'on les imagine dans cette Maison-Blanche-là. Et puis on voit très bien aussi que la résistance elle-même n'est plus la même. On se souvient des grandes marches, notamment de la grande marche des femmes qui avait été mise en place il y a 8 ans lors de l'investiture de Trump pour son premier mandat. Il y avait aussi une forme de volonté de résistance de grands groupes, et notamment les grands groupes de la Silicon Valley qui étaient censés vouloir essayer de mener un peu la résistance face à Trump. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? J'ai parlé de Jeff Bezos qui a voulu embrasser la bague du Seigneur. Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, a un réseau social qui a été... qui est devenu une arme de destruction massive pour le débat politique. Et on a vu avec Zuckerberg il y a 2 jours que là où Facebook par le passé voulait pouvoir être une voie de la résistance, aujourd'hui ce n'est plus du tout ça. On peut libérer l'énergie masculine et en servant quand même un propos masculiniste qui a fait mouche dans cette campagne. Tout à fait. Est-ce qu'on reprend? Avec beaucoup de questions. Oui. Alors... au premier rang, oui, merci. Et je vous... D'accord. Oui, bonjour, moi je suis Eva Bétal, je suis étudiante en journalisme à l'école narrative. Et j'avais une question sur le rapport que vous avez évoqué entre le pouvoir et médias. Et en fait, parce que la parole médiatique, c'est quand même une parole fiable. Il y a un travail derrière, un travail de vérification, d'enquête, une parole quand même qui a un certain poids. Quoi qu'on en dise auprès du public. Et justement, le fait que Trump il veuille évincer ces médias traditionnels au profit des réseaux sociaux, est-ce que c'est pas une manière pour lui de se protéger et de ne plus être en difficulté, de finalement réduire le débat à du parole contre parole et plus à une parole... où il y a de l'investigation qui va vous mettre en cause directement. C'est intéressant, je ne sais pas si l'un oui, vous avez tout à fait raison, mais le problème c'est que la presse d'investigation n'a plus de moyens de faire des grandes enquêtes et d'être financée par des gens qui permettent à des journalistes d'investigation de passer 3 ou 6 mois sur le terrain. Donc c'est là où Donald Trump arrive, en essayant d'aller sur des influenceurs et en profitant d'une crise économique qui touche la presse. C'est vraiment complexe ce qui se passe. Je rappelle simplement qu'en ce moment, aux États-Unis, depuis décembre, il y a des plans de licenciement massifs dans pratiquement tous les médias. Associated Press, qui est la plus grande agence d'information, a licencié 8% de son salariat. Le Washington Post est en pleine restructuration. C'est très compliqué pour les médias traditionnels économiquement de survivre. Et Donald Trump et Elon Musk pensent que les influenceurs et le public sont l'avenir. Et évidemment, c'est plus facile que d'avoir des journalistes qui passent 3 mois sur le terrain. Pardon, j'aimerais bien répondre à l'étudiante, en fait. Merci beaucoup, madame. Ce qui est très intéressant dans votre question, c'est que si vous avez regardé la division partisane aux États-Unis, un peu moins de 30% des démocrates ne font pas confiance aux médias traditionnels. C'est 60% des républicains. Et quand vous allez interroger les deux côtés sur comment est-ce que vous consommez vos médias, c'est vrai que les républicains sont 3 fois plus... il y a 3 fois plus de probabilités qui disent qu'on sort du mainstream et on se base sur les réseaux sociaux ou sur des sites conservateurs comme Fox, Breitbart, etc. Donc effectivement, pour répondre à votre question, il y a une part aussi de stratégie électorale qui est très maligne, en fait, parce que c'est payant pour lui. Merci pour votre question. On a le temps pour une toute dernière question. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui avait un micro? Qui a un micro? Qui a le micro pour l'instant? Oui. Ah, il est là-bas. Madame. Ah bon, bah désolé. Allez-y, C'était ma question. Alors, madame, on va prioriser la personne qui a le micro pour que tout le monde puisse l'entendre. Je suis navré. Alors... C'est moi qui me suis exprimée, je suis désolée. Ah, pardon, c'est vous qui avez posé la question. Est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose? C'était ma question. Ne vous énervez pas, tout va bien se passer, madame, ne vous inquiétez pas. On passera peut-être... Allez-y. Tu vas avoir un micro? Mais je vous avais posé votre question. On vous entend, nous on vous entend bien, peut-être, allez-y. Ah, okay, d'accord.
Donc ma question, elle est en plusieurs questions. Alors, essayez de... Alors, juste un truc. On va se mettre d'accord, madame. On va se mettre d'accord. Il nous reste 3 minutes. Vous posez votre question rapidement. On va l'énoncer pour que tout le monde puisse l'entendre et on va vous répondre. Vous me parliez d'Elon Musk. Vous me parliez de ses ambitions. Moi, j'aimerais savoir, d'une part, avec son gouvernement de l'efficacité gouvernementale, enfin bref, voilà, dans quelques jours, dans une semaine, voilà. Moi, j'aimerais savoir, est-ce que son ambition, c'est de se placer comme une sorte de vice-président et d'avoir des ambitions politiques et devenir le prochain président. Et deuxièmement, parce que c'est l'homme le plus riche devant Bernard Arnault, le français quand même, dans le top 3, après il y a Jeff Bezos, et d'autre part, ce Trump, ça va finir comment cette histoire? C'est ça. Donc, alors ça, c'est une quel positionnement pour Elon Musk et quelles ambitions? Très rapidement. Bon, très rapidement, d'abord Elon Musk ne peut pas être président des États-Unis jamais parce que... Voilà, donc vous le savez très bien. Deuxièmement, il va falloir voir avant de commenter, de faire de la spéculation. Donc on va rester sur les faits. Et le fait, moi, que je remarque, c'est qu'Elon Musk, hier, était à Los Angeles et faisait un live feed avec les pompiers de Los Angeles pour lutter contre les incendies. Donc il est absolument partout et on verra de quelle manière la cohabitation entre Trump et Musk se passe. Et donc la toute dernière question, madame, pour terminer. Je vais essayer de faire bref. Merci. J'avais juste une question pour comparer ce qui se passe aux États-Unis avec ce qui va arriver en France dans 2 ans, justement avec la relation médiatique. C'est peut-être un peu naïf, mais en France, on a cette régulation avec l'ARCOM qui permet à chaque, disons, banc politique d'avoir sa parole. Est-ce que c'est justement quelque chose qui peut éviter, dans les médias traditionnels en tout cas, de rester dans sa bulle ? Alors, c'est une très bonne question, je réponds très vite, parce que les États-Unis, n'importe quelle chaîne n'a aucune limitation de temps de parole, et Trump a fait campagne là-dessus en 2016, c'est-à-dire que si une chaîne décidait de faire 20 heures sur 24 de l'anti-Trump ou du pro-Trump, elle n'avait pas l'ARCOM aux États-Unis qui régulait le temps de parole. Donc en France, on est protégé par l'ARCOM. Oui, l'ARCOM est en effet une protection. On a vu que ça a ses limites. On a vu lors de les dernières élections législatives qu'on pouvait tout à fait faire une émission où on n'invite quasiment que des candidats de droite et d'extrême droite. Mais en effet, l'ARCOM est une protection. Elle est une protection pour l'audiovisuel. Elle n'est pas une protection contre sur tout ce qui se passe sur Internet, sur les réseaux sociaux. Il y a tout un tas de champs médiatiques qui n'est pas protégé par l'ARCOM. Écoutez, on me signale que nous avons encore du temps pour une autre question. C'est incroyable. Monsieur qui levait la main aussi, là, Monsieur en bas, attendez, on va vous donner un micro, monsieur, on va prendre le temps de faire bien les choses. Ça fait longtemps que vous attendiez la question. Non, mais il n'y a pas de souci. Je disais, il y a une chose, ça revient un peu à tout ce qu'on a entendu depuis le début de la journée, et qui est un sujet intéressant. Il faut que la presse aille au-devant des choses, qu'elle faille vraiment son problème, parce que quand on voit le problème économique aux États-Unis, Trump en a parlé, les démocrates très, très légèrement, très fades. Et ce qui s'est emballé, c'est l'histoire du viol contre Donald Trump et l'histoire, qu'est-ce que j'allais dire, l'histoire du viol et l'histoire de l'attentat. Même les journaux français, Le Figaro, beaucoup de journaux n'ont parlé que de ça. Moi, j'ai vu une amie démocrate à Paris, américaine, qui m'a dit « Mais trouve-moi un journal où on parle de l'économie américaine, des problèmes économiques, il n'y en avait pas. » Donc, en tapant sur Donald Trump avec ces sujets-là, qui sont pour moi des sujets quand même... Enfin, l'histoire du viol, c'est privé. On savait très bien qu'en tapant là-dessus, les gens, ils se rebiffent et ils ont voté sûrement plus pour lui par rapport à ça. Oh, le pauvre, et on vote pour lui. Il aurait fallu parler vraiment des sujets de fond. Et je crois qu'il n'y aurait pas eu le même discours. Il y aurait une campagne beaucoup plus intéressante. Et on en revient aujourd'hui au problème même en France. On regarde des émissions de débat, même des grands hommes politiques vont dans des émissions où ils n'ont pas leur place. Une émission de ragot, des choses comme ça, où ça n'apporte rien au public. Et donc pour rassembler, monsieur, votre question ? Oui. Pour rassembler, il faut mettre de la hauteur dans le débat. Est-ce qu'on a manqué de hauteur dans ce débat ? Non, aujourd'hui non, par contre. Je suis assez satisfait des comptes rendus. Oui, mais il faut que ce soit comme ça partout aussi. Oui. Aller au fond des choses. Dites-le au patron des médias. Oui, il est vrai qu'en fait, le débat s'est très peu porté sur des sujets. On avait un débat présidentiel entre Biden et Trump, et puis un autre entre Harris et Trump. Et en effet, il y avait quand même un peu de tentative du fond, mais oui, on est resté sur des sujets plutôt sur la forme et sur des attaques personnelles que sur le fond des politiques proposées. N'assimilez pas non plus les journalistes aux gens qui décident pour les journalistes qui doivent être. Mais est-ce que les deux questions qui viennent d'être posées partent aussi du principe qu'on continue à être tous devant les mêmes émissions, les mêmes médias traditionnels? Or, vous l'avez bien décrit, cette division, les nouveaux médias, les influenceurs, les gens qui ne regardent plus
la même émission et qui, peut-être, il y a eu des sujets de fond, ça j'en suis convaincue, sur l'économie. Mais Elodie, quand on est dans une démocratie, ce qui est formidable dans une démocratie, c'est que vous pouvez regarder telle chaîne généraliste, telle chaîne d'info continue, aller lire tel quotidien et aller ensuite sur un réseau social pour voir l'influenceur. Donc vous avez quand même une liberté de choix jusqu'à présent qui fait la richesse d'une démocratie. Et c'est là-dessus qu'il faut se battre pour que cette richesse puisse toujours exister. Sur cette note. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Élodie Cuzin, journaliste à l'AFP. Merci à vos invités, Emma Green, Laurent Saïm, et merci Julien Bisson d'avoir participé à ces échanges.